Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de 20h. Épilogue dans l'affaire Zidane Materazzi, la FIFA a tranché. 3 matchs de suspension pour le jeune retraité français contre 2 pour l'Italien. La fédération estime que les insultes n'avaient aucun caractère raciste. Le décès du réalisateur Gérard Houry nous laisse des comédies de légende, La Grande Vadrouille, Le Corneau ou Rabbi Jacob, des films qui font partie de notre patrimoine et de notre mémoire. Après une journée de léger répit, la canicule va persister sur la moitié est de la France. 24 départements sont placés en vigilance orange jusqu'à dimanche. Nous verrons qui sont les gagnants et les perdants de cette vague de chaleur. Malgré les appels de l'ONU à un cessez-le-feu, le bras de fer continue entre Israël et le Hezbollah. Les deux camps semblent s'installer dans une logique de durée. Les évacuations massives d'étrangers se poursuivent. 2500 Français ont déjà quitté le Liban. Des saisies quasi quotidiennes de corail par les douaniers d'Orly. Menacé de disparition, le corail est protégé par la Convention de Washington. Son ramassage et sa commercialisation sont interdits. Ouverture aujourd'hui de la 5e édition de Paris-Plage. Nouveauté cette année, les parasols et les transats sont aussi installés rive gauche. Une bonne façon d'échapper aux 31 degrés qui écrasaient aujourd'hui la capitale. Et on commence par le Tour de France qui a renoué aujourd'hui avec les plus grandes heures de l'histoire de cette compétition. L'Américain Floyd Landis a fait vibrer les spectateurs. Après sa défaillance d'hier, plus personne ne misait sur lui et pourtant, il a remporté l'étape de Morzine. Ce soir, il est à 30 secondes à peine du maillot jaune. Le suspense reste entier. Nathalie de Rinxin, José Boulestex. Hier, il était à l'agonie. Aujourd'hui, Floyd Landis s'est offert un triomphe dans les rues de Morzine. Un sacré retournement de situation. En 24 heures, l'Américain est revenu dans la course au maillot jaune. Je veux gagner le Tour. Après mon passage à vide d'hier, je devais réagir. Dr Floyd et Mr Landis. Une bonne nuit de repos pour oublier cette image de l'Américain à l'arrêt dans l'ascension vers la Toussuire. 11e au général avec plus de 8 minutes de retard. Ce matin, Landis décide d'attaquer dès le premier col de l'étape. Le maillot jaune hésite, mais le laisse filer. Une drôle de stratégie. L'Américain réalise un festival. Il accentue son avance tout au long du parcours. 100 km, seul devant le peloton, 5 cols à franchir sous un soleil de plomb. Un exploit. Il a fait un numéro, il a fait un show, et il a gagné l'étape. C'est chapeau, mais c'est vrai que c'était impromptu et ça a fait très mal. Même Oscar Pereiro, le maillot jaune, est à la traîne. Carlos Sastre, son dauphin au général, vient de passer à l'attaque. Dans la descente vers Morzine, le maillot jaune de Pereiro ne tient plus qu'à un fil. L'Espagnol doit prendre tous les risques. Ça va vite, trop vite, surtout pour Cyril Dessel. Le Français 4e au général s'accroche au meilleur, mais chute à 5 km de l'arrivée. Ce soir, il rétrograde à la 7e place. Mon vélo était un peu endommagé, j'avais les vitesses qui ne marchaient plus après. Donc je pense que dans l'histoire, je perds une bonne trentaine de secondes. Pereiro peut souffler, son maillot jaune est sauvé. Mais Sastre est 2e à 12 secondes, Landis 3e à 30 secondes. Le Tour n'a pas été aussi indécis depuis près de 20 ans. L'actualité sportive, c'est aussi l'épilogue dans l'affaire Zidane Materazzi. Cet après-midi, la FIFA a donc tranché. 3 matchs de suspension pour le Français jeune retraité contre 2 pour l'Italien. La fédération a estimé que les insultes n'avaient aucune connotation raciste. Karine Comazzi, Frédéric Delarue. 1 heure d'audition, montre suisse en main, a suffi à la commission pour se faire une idée. Massés devant le siège de la FIFA, les journalistes venus du monde entier se contenteront d'une silhouette derrière une vitre fumée. Seuls les fans apprécient. Je l'ai vu, malheureusement, je ne pouvais pas le toucher. Il m'a regardé, c'est tout. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. L'important, c'est qu'il ait vu qu'il y avait des gens qui étaient là pour le soutenir. Et du soutien, Zidane en a besoin. Le coup de tête est une voie de fait. C'est ce qu'a décidé la commission de discipline qui condamne le capitaine des Bleus. Zinedine Zidane a été puni aujourd'hui de 3 matchs de suspension et d'une amende de 7 500 francs suisses. Une sanction que Zidane, joueur retraité mais fidèle à ses idées, a convertie en 3 jours d'activité humanitaire avec les enfants. Le coupable, c'est celui qui provoque. L'argument de Zizou apporté, pour avoir insulté Zidane et sa famille, Materazzi est condamné à 2 matchs de suspension et 3 000 € d'amende. Je comprends la provocation parce que c'est dans le règlement et je n'ai rien à dire pour les 2 journées à Materazzi. Mais je crois que 3 journées pour Zidane, c'est trop peu. France-Italie,
En condamnant les deux joueurs, la FIFA n'a réconcilié personne. Ce supporter de la Juve, club où a joué Zidane, a trouvé un terrain d'entente. Zidane a aussi joué chez nous en Italie. C'est un très grand joueur. Le prochain match France-Italie aura lieu au Stade de France à Paris le 6 septembre. La rencontre éliminatoire pour l'Euro 2008 se jouera sans Materazzi, mais elle promet d'être sportive. C'est une grande figure du cinéma français qui vient de nous quitter. Gérard Houry est décédé chez lui à Saint-Tropez à l'âge de 87 ans. La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, Le Cornio. Depuis les années 60, il avait cumulé les succès commerciaux et s'était imposé comme le maître de la comédie populaire. Marie-Jo Jouan. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. La partition préférée de Gérard Houry, c'était le rire. Sa symphonie la plus jouée, La Grande Vadrouille, devant 17 millions de spectateurs. C'était il y a 4 ans. Gérard Houry assistait à la projection de son plus beau succès à l'Opéra Garnier, sur les lieux mêmes où il l'avait tourné 40 ans auparavant. Ça va pas, ça. Allons, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, en avant, allons. C'était pas un rire banal, un rire de petite qualité. C'était pas un petit rire franchouillard. C'était un homme très intelligent et très profond. Et pourtant, le rire n'est venu que vers la quarantaine. Juste après la guerre, Gérard Houry s'était engagé dans une carrière d'acteur, des films noirs comme Le Miroir à deux faces, co-signé avec André Cayatte. Oh, mais c'est affreux. Mais non, c'est réussi. Dans 8 jours, tout ça, ça sera effacé, gommé, dégonflé. C'est au poil, je vous dis comme ça. La rencontre sur le plateau avec Michel Morgan, le début d'un grand amour qui durera jusqu'à la fin de sa vie. L'insouciance des années 60, de grands moments pour Gérard Houry qui passe derrière la caméra. Les succès s'enchaînent. En 1965, Le Cornio est amorti en 3 semaines. La France découvre un nouveau duo comique. Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. 2 acteurs aux antipodes, Gérard Houry a trouvé une recette qui fera ses preuves dans La Folie des grandeurs ou dans Le Cerveau, le plus gros budget de l'époque. Mais ce qu'il a apporté au cinéma français n'a pas de prix. Envie de vivre, envie de rire, envie de... le sentiment un peu d'exister à travers des comédies époustouflantes de vie, de passion. Le duo comique avec des exceptions pour de véritables one-man shows. Celui de De Funès dans Rabbi Jacob ou de Belmondo dans L'As des As. À mon signe. Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle. Belmondo l'ami, encore lui, 30 ans plus tard, citant un vers de Racine quand Gérard Houry entre à l'Académie des Beaux-Arts. Devenu immortel, l'éternel jeune homme avait choisi pour son dernier film une œuvre de Pagnol. Il était une fois dans un petit village de Provence, un humble commis épicier bourré de complexes. Tu vas me dire que je suis un bon à rien. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Il avait 80 ans, environ 80 ans quand je l'ai rencontré, et j'ai vu un enfant. Je vous disais, ce regard rieur, toujours le mot pour rire. Faire rire ses contemporains, les rendre heureux, leur faire oublier leurs soucis, c'est comme le dit Marcel Pagnol, c'est quand même un sacré truc, hein. C'est formidable, mais ça a été peut-être une des grandes joies de ma vie. Voilà, et à la fin de ce journal, on reviendra sur cette disparition avec un hommage de la rue. Et comme chaque soir, depuis 5 jours, on évoque cette canicule qui nous concerne quasiment tous. Météo France a placé 24 départements en vigilance orange jusqu'à dimanche soir. Vous le voyez, il s'agit surtout de la moitié est de la France. Aujourd'hui, c'est à Lyon qu'il faisait le plus chaud avec 35 degrés. La mort hier d'un ouvrier sur un chantier a montré que la chaleur peut être mortelle dans certaines conditions de travail. Les autorités appellent donc les entreprises à la vigilance et certaines ont dû adapter leurs horaires et leur mode de fonctionnement en forte chaleur. Reportage dans une fonderie à Vaux-en-Velin dans le Rhône. Stéphanie Labrousse, Olivier Jacquelin. Encore une journée sous un soleil écrasant. Une journée qui n'en reste pas moins besogneuse dans cette petite fonderie de Vaux-en-Velin. Et c'est cet ouvrier qui a ouvert les portes ce matin. Moi, je viens ici, je suis à 3h30, 4h du matin. Quand j'ouvre l'atelier, il y a 62 degrés dedans. J'ouvre et je sors en courant dehors. Les températures nocturnes ne permettent même pas à cet atelier de se rafraîchir entre 2 journées de travail. Une fois les machines en route, l'atmosphère se gorge de chaleur. 9 salariés, dont ceux qui s'affairent autour de creuser où l'aluminium est fondu à 720 degrés. Au bout d'un moment, on sent que nous-mêmes, on a du mal à encaisser, qu'on a nos limites. Il y a un moment où on est au maximum de nos possibilités et là, il faut savoir s'arrêter un petit peu.
La température dans le bureau paraît presque rafraîchissante. Le thermomètre flirte pourtant avec les 34 degrés. Les pauses se font donc très fréquentes. 6 à 7 litres d'eau par jour et par personne sont consommés dans cette salle. Actuellement, ouais, on y vient très souvent, surtout en début d'après-midi. On doit y passer, sur une heure, on doit y passer facilement 25 minutes. Les horaires de travail ont été décalés, commencer plus tôt pour finir en tout début d'après-midi. Pas de climatisation mais quelques ventilateurs et si la chaleur s'accentue, le responsable envisage un aménagement supplémentaire. À l'extrême, on peut faire des jours chômés. Si vraiment il y a un jour particulièrement pénible. Donc ça c'est toujours, on en discute avec l'équipe et puis on tranche. 14h30, la journée de ces salariés se termine. Une bonne douche, du repos, avant d'affronter de nouveau la chaleur dès 6h du matin demain. Le gouvernement continue à afficher sa vigilance. Dominique de Villepin présidait aujourd'hui un comité interministériel. Chaque jeudi, Météo France et l'Institut de veille sanitaire feront un point sur les températures et les victimes de la canicule. Les fabricants de ventilateurs, de climatiseurs ou de fontaines à eau sont comme chaque fois les grands gagnants en période de canicule. Et quand on est commerçant, mieux vaut être équipé pour attirer les clients. Séverine Lebrun, Valérie Labonne. Un soleil au zénith et des rues commerçantes totalement désertées. Pour séduire le client, tous les moyens sont bons. Il y a donc les magasins climatisés comme celui-ci et les autres où personne n'ose se risquer. Ils rentrent et ils sentent qu'ils ne sont pas bien au niveau chaleur et je pense qu'ils font juste un petit tour et ils s'en vont tout de suite. En terrasse, c'est pareil. Il y a celles qui sont totalement vides. Les gens ils cherchent le coin frais et ils veulent plus manger au soleil. Le midi, on a facilement moins 30%. Et les autres qui ont eu la bonne idée, le brumisateur, pour rafraîchir tout le monde. En réalité, c'est le seul endroit que nous avons trouvé qui n'était pas au soleil et au frais. Pour de la clim, il faut en moyenne prévoir 100 watts. Dans ce magasin, il y a encore du stock. On peut donc s'acheter une clim, mais après, il faut être patient. On arrive à 15 jours, 3 semaines pour pouvoir se la faire installer par des professionnels. Dans cette entreprise de fontaine à eau aussi, on s'active. 50% de chiffre d'affaires en plus par rapport à l'année dernière. Pas une minute à perdre. Au quotidien, c'est à peu près entre 50 et 80 appels jour. Entre 100 demandes par Internet, c'est le grand rush effectivement. Le soleil en revanche n'est pas l'ami des bêtes. Les champs sont desséchés, il faut déjà nourrir le bétail avec du foin. On entame les stocks d'hiver, qui n'étaient pas déjà exceptionnels, quoi. La canicule ne fait donc pas les affaires de tout le monde, il va falloir s'accrocher car elle pourrait durer. Même si cette vague de chaleur n'est pas comparable avec la canicule de 2003, les spécialistes s'interrogent sur la répétition de ces périodes de température très élevées. Alors, y a-t-il un lien avec le réchauffement de la planète dont on parle tant? Élément de réponse avec Sophie Mézel, Michel Hiver, Olivier Combe. Paris et avec elle, toute la France accablée de chaleur. Des températures qui dépassent 35 degrés la journée, qui se maintiennent au-dessus de 20 degrés la nuit, et ce, plusieurs jours durant. Les conditions de la canicule sont réunies. Le responsable, l'anticyclone des Açores qui stagne au-dessus de la France et agit comme un couvercle qui compresse l'air et le réchauffe. Ces épisodes, de plus en plus fréquents, sont liés au réchauffement climatique. On sait que la température moyenne a augmenté en France d'environ 1 degré dans une période d'une centaine d'années. Le siècle passé a connu 2 très fortes canicules. L'été 1947 reste dans les mémoires de ceux qui faisaient, comme ici, la queue à l'entrée des piscines. On suffoquait aussi en 1976 et à la canicule s'est ajoutée une sécheresse dévastatrice, citée encore aujourd'hui en référence. Impossible encore de savoir si l'été 2006 atteindra les sinistres bilans d'il y a 3 ans. Mais 2003 ne sera plus à l'avenir une année exceptionnelle, selon les climatologues. Nos modèles projettent qu'un été sur 2 sera du type de 2003 à partir de 2050. À moins de ralentir l'activité de l'homme responsable du réchauffement. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour le moment, c'est le seul espoir de calmer le climat.
Et puis, comme prévu depuis hier soir, les orages ont éclaté sur l'ouest et dans le nord. Image ici de la région de Douai, dans le nord. Ces orages ont été d'autant plus violents qu'il avait fait très chaud. Il y a même eu une mini-tornade. Météo France a enregistré sur place une centaine d'impacts de foudre. Il n'y a eu heureusement que des dégâts matériels. Pour fuir la chaleur, certains ont choisi de passer leurs vacances en altitude, où les nuits apportent une fraîcheur appréciable, un petit 15 degrés. Voici ce reportage à Loudanviel, dans les Hautes-Pyrénées. Muriel Lassaga, Olivier Combe. Il y a ici comme un petit goût de fraîcheur printanière. En un clin d'œil, c'est comme un souffle d'air qui rejaillit. Au pied des montagnes, l'herbe s'est gorgée d'eau grâce aux orages des derniers jours. Ces vacanciers l'attendaient avec impatience. Vous venez d'où, monsieur? Région parisienne, là où il fait très chaud. Là où il y a du béton et ça chauffe énormément. Donc pour vous, ici, c'est un petit... C'est le bonheur. Hein. On est en altitude, il y a plus d'air. Donc c'est vrai que c'est bien, on s'en rend pas compte, quoi, il n'y a pas foule. Mais même à 1000 mètres d'altitude, le thermomètre affichait aujourd'hui 30 degrés. Sauf qu'ici, on ne parle pas de canicule, car le soir venu, c'est une toute autre histoire. C'est-à-dire que les nuits se passent comment? Normalement, on dort. Il n'y a pas 40 degrés à l'ombre, quoi. Et c'est bien pour cette raison que Mélanie amène chaque année ses enfants à la montagne. Les enfants n'arrivaient pas à s'endormir des fois jusqu'à 10h30, 11h le soir parce qu'il faisait trop chaud, il fallait vraiment rafraîchir par tous les moyens possibles. Et puis là c'est le rêve, ils se couchent tout de suite, les fenêtres sont ouvertes toute la nuit et il n'y a pas de moustiques en plus, c'est génial. Et le virus gagne au fur et à mesure que le mercure grimpe. Tout dernière remarque des personnes de Toulouse qui avaient très chaud, qui nous ont dit on vous appelle pour venir se mettre au frais, on voudrait venir passer 2 jours le week-end prochain, est-ce que vous avez des disponibilités? Et on a eu le plaisir de les accueillir dans la vallée. Au vu des prévisions de Météo France, ils pourraient bien être de plus en plus nombreux à se réfugier dans nos belles montagnes. À l'étranger, c'est toujours le Proche-Orient qui domine l'actualité de cette journée. Au 9e jour de l'offensive israélienne au Liban, les étrangers continuent à évacuer en masse le pays. Selon le Quai d'Orsay, 2500 Français ont déjà fui et le rythme des évacuations s'accélère. Les troupes américaines ont refait leur apparition pour gérer le retour de leurs ressortissants. Yasmina Farber. 23 ans après leur départ de Beyrouth, les Marines américains débarquent. Leur mission, récupérer leurs ressortissants sur cette plage de Dbaïé, à 10 km de la capitale. Ces passagers ont pour la plupart la double nationalité. En quelques rotations, 1000 personnes sont prises en charge à bord de ce transporteur de troupes, l'USS Nashville. Bienvenue, dit la pancarte, c'est la fin du cauchemar. C'était l'horreur, on est très heureux d'être arrivés ici sains et saufs. Mais on pense beaucoup à nos familles, à nos proches qui sont des citoyens libanais. Mais certains Américains sont restés à quai, coincés derrière les grilles fermées du port. Scène de panique, de fuite en avant, tout tenté pour arriver au bateau. Il faut rentrer chez vous maintenant. Je suis sur une liste de l'ambassade américaine. Je veux partir d'ici. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mes enfants, à mon mari. Au large de Tyr, un navire chypriote attend une toute première vague d'évacuation. S'il vous plaît, soyez prêts avec vos bagages. Les casques bleus de la Finule, des Français, organisent le rapatriement de 400 compatriotes. Ils sont conduits vers le port de cette ville particulièrement visée par les bombes. On avait déjà mort, on a coincé 6 jours dans la maison, on n'a pas bougé. Parce que les routes étaient mitraillées, en fait, c'était trop dangereux. Par mer ou par les airs, les opérations françaises de secours se multiplient. 2500 personnes ont pu être rapatriées. Ils quittent leur pays avec un mélange de tristesse et de dégoût. On a l'impression que c'est un terrain de foot où tout le monde règle ses problèmes. Sans aucune réaction de la communauté internationale. Pour le moment, les militaires étrangers jouent uniquement un rôle humanitaire.
Depuis 9 jours, l'offensive israélienne a fait au moins 327 morts au Liban et aujourd'hui encore, l'aviation a poursuivi ses actions ciblées ce matin puisqu'elle a déversé un tapis de bombes sur un bunker du Hezbollah au sud de Beyrouth, un site censé être occupé par des hauts responsables du mouvement chiite libanais. Les tirs ont touché aujourd'hui le village chrétien de Kiam dans le nord du pays. Vous en voyez des images. L'offensive israélienne a déjà causé des dégâts évalués à plusieurs milliards de dollars. Destruction de ponts, de routes, de canalisations centrales électriques endommagées. Et face à cette situation, Philippe Douste-Blazy a annoncé son départ ce soir pour le Liban et Israël. Le premier vol français transportant de l'aide humanitaire a quitté Paris ce matin, direction Chypre. À son bord, des médecins, du personnel de la Croix-Rouge, des groupes électrogènes et des médicaments qui permettront de venir en aide aux 500 000 Libanais déplacés à cause de ces bombardements. Certains villages, notamment au sud du Liban, se retrouvent totalement isolés à cause de ces bombardements. Nos envoyés spéciaux Jacques Kerdoz et Romain Potoki ont fait la route entre Beyrouth et la grande ville de Nabatieh, une ville considérée comme un des fiefs du Hezbollah et qui a donc été particulièrement visée par les frappes israélienne. Pour se rendre dans le sud du pays bombardé, il faut éviter les grands axes. Les ponts, cibles quotidiennes de l'aviation israélienne, sont presque tous détruits. Les autoroutes coupées, au loin, on aperçoit la fumée qui se dégage de la principale centrale électrique de la région. Les bombardements ont poussé les habitants à partir. 5000 vivent à Jimalieh. Aujourd'hui, il n'en reste que 30. Ils ont bombardé 3 fois, ils ont lâché 12 bombes rien que cette nuit. Maintenant, on n'a même plus d'eau. On préfère rester ici. Pourquoi? Parce que nos maisons sont là. Si on veut partir, peut-être on ne peut pas revenir, c'est pour cela. Ces jours-ci, lorsque les curés de l'église regardent vers le ciel, c'est le son de l'aviation israélienne qu'ils entendent. En approchant de Nabatieh, on comprend mieux. Une usine a été rasée. Au milieu des décombres, un employé vient récupérer ce qui peut l'être, les registres de l'entreprise. Ici, plus question de drapeau blanc, ce sont les jaunes du Hezbollah qui flottent au vent. Quelques affiches à la gloire de la milice chiite. Une ambiance de chaos, pas de doute. Nous arrivons à Nabatieh. 2 missiles ont ravagé tout ce quartier, 15 victimes que les habitants ont dû secourir eux-mêmes. Hier, on a toutes les personnes qu'on en a enlevées sous les débris, c'était des enfants. Il n'y avait même pas un homme parmi eux. Les humanitaires, ils viennent pas ici? Ils n'arrivent pas à venir parce que c'est dû au bombardement de tous les camions qui passent. Alors, ça craint ou quoi? Ça craint. À Nabatieh, il n'y a ni électricité ni eau courante et c'est la population elle-même qui se charge de réparer entre 2 bombardements. La ville a payé un lourd tribut parce qu'elle est réputée pour abriter des combattants du Hezbollah. Atmosphère tendue dans le quartier du Hezbollah à Beyrouth, des rues désertées mais surveillées de près par la milice libanaise. Gilles Marinet et Jean-François Monnier s'y sont rendus. Depuis les bombardements, Hassan a placé sa famille hors de Beyrouth. Aujourd'hui, il revient dans son quartier prendre quelques affaires dans l'appartement. Quand ce pont a été bombardé, je venais juste de passer. C'était à 3 h du matin. C'est la zone contrôlée par le Hezbollah, une frontière dans Beyrouth. À partir de là, les rues sont vides, mais la milice veille et la caméra n'est pas la bienvenue. Hassan peut repartir. Dans cette rue, une épicerie est restée ouverte. Le discours est sans équivoque. Hassan Nasrallah, notre maître, nous a appris à résister jusqu'au bout. Qu'il nous bombarde encore. On reste là, on s'en fiche. Nous n'avons pas encore utilisé les missiles qui vont atteindre Tel Aviv. On n'a pas encore été très méchants. Ça va venir. Le conducteur de la voiture a cité le nom d'Allah et celui de Nasrallah, le chef du Hezbollah, l'homme qu'Israël veut abattre. Son effigie est omniprésente. Hassan parvient enfin à son immeuble. Il veut nous faire visiter son appartement. Rencontre avec un voisin qui s'en va. Alors, est-ce que ça va la famille? Ça va, on est dans un abri juste à côté, il n'y a plus personne dans l'immeuble. Cet homme et sa famille nombreuse n'ont pas eu les moyens de partir. On a à peine de quoi survivre, de quoi acheter nos aliments. Heureusement que les gens du Hezbollah nous aident.
Le voisin repart vers un abri souterrain que nous ne pourrons pas visiter. La milice interrompt le reportage. Cette fois, il faut partir. 500 000 personnes, dont beaucoup de sympathisants du Hezbollah, vivaient dans ces quartiers. Une ville dans la ville, devenue la cible des obus israéliens. Malgré la résistance inattendue du Hezbollah, malgré la mort aujourd'hui de 4 soldats, la population israélienne fait corps derrière son armée et son gouvernement. À la télévision, dans les journaux, dans la rue, l'heure est à la cohésion nationale. Reportage Charles Anderlin, Mossi Arman. L'armée israélienne a fini par utiliser les grands moyens pour conquérir cette position du Hezbollah à quelques centaines de mètres de la frontière. Car les combattants chiites opposent une résistance acharnée et infligent des pertes aux Israéliens. 4 soldats ont été tués au combat et 6 blessés aujourd'hui. Les échanges de tirs se poursuivent dans tout le secteur. La destruction des blocos et des tranchées du Hezbollah au sud Liban s'annonce difficile. Les pertes augmentent, le pays se mobilise. Sans grincer des dents, les réservistes revêtent l'uniforme pour une période indéterminée. Rappelés d'urgence, ces réservistes étaient, il y a seulement 24 heures, des employés de banque, des chefs d'entreprise, des étudiants. Le ton en Israël est au patriotisme, même dans le centre du pays où la vie est on ne peut plus normale. Mon mari est à l'armée et il se trouve dans le nord et c'est une situation très difficile pour nous. Mais nous devons arrêter tout ce terrorisme. Bien peu prennent au sérieux les risques d'attaque de missiles sur Tel Aviv. Il n'y a pas de nation plus forte que nous. Tout autre peuple aurait plongé dans la déprime dans une telle situation. Face à ce conflit qui risque de durer, la société israélienne a retrouvé presque par réflexe tous ses points de repère des temps de guerre. Dans ce contexte, la diplomatie a tenté de reprendre le dessus. Aujourd'hui, Kofi Annan a lancé un appel au cessez-le-feu, une trêve pour permettre de stopper cette crise. L'ONU, vous le savez, qui veut mettre en place au sud Liban une force de stabilisation. Et parmi les réactions à noter celle du prince héritier d'Arabie Saoudite, arrivé hier à Paris. Il a dénoncé les agissements d'Israël au Liban. Il a lui aussi rappelé qu'il était favorable à la mise en place d'une force de stabilisation. Et puis, la Croix-Rouge lance un appel aux dons. Dès maintenant, vous pouvez les adresser à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. En Belgique, la justice a décidé de prolonger la détention préventive de l'assassin présumé des petites Stacy et Nathalie. Abdelhaït Oud a été entendu par le juge d'instruction. Malgré les éléments qui l'acclament, il continue à clamer son innocence. Amaury Guibert, Samuel Humez. Toujours le même visage, fermé, impassible. Abdelhaït Oud, le principal suspect dans l'affaire, doit pourtant faire face à des éléments de plus en plus accablants. Et au fil des interrogatoires, ses explications sont de plus en plus confuses. Ce matin, à l'audience qui devait statuer sur son maintien en détention, son avocat n'a pas plaidé la remise en liberté. La position de son client, qui nie tout en bloc, lui paraît difficile à tenir. Je suis surpris effectivement qu'il n'ait pas encore changé d'avis alors qu'il existe de plus en plus des éléments matériels qui pourraient le confondre ou en tout cas le faire douter effectivement que sa position soit nécessairement la bonne. C'est après la découverte des corps de Nathalie, 11 ans, et Stacy, 7 ans, que l'enquête s'est accélérée. Pas de traces ADN exploitables car les victimes ont reposé trop longtemps dans l'eau, mais la police scientifique pratique d'autres analyses. Elle retrouve ainsi le même type de fibres sur les vêtements des fillettes et ceux du suspect. Celui-ci aurait donc été en contact avec elle le soir des faits. En fin de matinée, les enquêteurs ont interrogé une nouvelle fois Abdelhaït Oud. Hors de question pour eux de relâcher la pression. Ils ont la conviction que l'affaire sera bientôt résolue. Une conviction forgée par la qualité du travail de police scientifique réalisé jusqu'ici. En France, Fernand Blanc est sorti de prison aujourd'hui. En 2002, cet automobiliste de 84 ans avait tué 5 pompiers de Loriol dans la Drôme. Condamné à 5 ans de prison, il a obtenu d'être placé sous surveillance électronique. Il a l'obligation de rester à son domicile. Quasiment chaque jour, les douaniers d'Orly saisissent du corail dans les colis postaux en provenance des Antilles et de la Guyane. Le corail menacé d'extinction est protégé par la Convention de Washington. Il est donc interdit de le sortir de son milieu naturel. Sophie Rodier, Tristan Lebras. Centre de tri postal d'Orly.
Ce colis vient d'arriver des Antilles. À l'intérieur, du corail. Ça, c'est des corails, hein, donc c'est prohibé. Hein. Voilà, donc c'est bien dissimulé, hein, quand même, un truc de toilette. Hein. Les douaniers en saisissent presque tous les jours pendant l'été. Des souvenirs de vacances ramassés illégalement sur les plages ou arrachés directement sur la barrière de corail. Les touristes les envoient par la poste vers la métropole. Les gens en ramènent beaucoup et sont surpris après que la marchandise ait été saisie par la douane. Menacés d'extinction, les coraux sont protégés par la Convention de Washington. Il est donc strictement interdit d'en ramasser, vivants ou morts. Cette espèce met des années à se reconstituer. Parfois, elle ne réapparaît jamais. Malgré les avertissements, les douaniers continuent d'en trouver dans les colis des touristes. 200 pièces ont été saisies depuis le début de l'année à Orly. Pièces assez volumineuses quand même. Hein. Si tous les gens qui savent que c'est interdit n'en prennent plus, le marché se tarit de lui-même, donc on a atteint notre but en fait. En théorie, les touristes encourent une amende, mais dans les faits, les autorités se contentent de saisir la marchandise. Les coraux confisqués sont confiés à des musées. Aujourd'hui, plus de 600 personnes s'étaient rassemblées devant le tribunal de Saint-Gaudens en Haute-Garonne pour soutenir 10 éleveurs poursuivis par la justice. En avril dernier, ils avaient occasionné des dégâts lors d'une manifestation contre la réintroduction de l'ours. Le procureur a requis jusqu'à 4 mois de prison avec sursis. À grands coups d'annonces et de publicité dans les journaux, l'État continue à vendre une partie de son patrimoine immobilier. L'État qui espère bien récupérer plusieurs centaines de millions d'euros cette année. Des hôtels particuliers et des immeubles de standing qui n'auront pas de mal à trouver des acquéreurs. François Baudonnet, Bernie Mériot. Ce petit écrin de nature est niché au cœur de l'un des quartiers les plus prisés de la capitale. Un hôtel particulier des années 20 qui, pendant quelques mois encore, abritera les fonctionnaires de la direction de l'aménagement du territoire. Un chef-d'œuvre d'architecture de 90 pièces sur 2500 mètres carrés. Isabelle Adjani avait gravi cet escalier dans le film Camille Claudel. Mais ce bijou du patrimoine de l'État n'est pas fonctionnel. Comme des centaines d'autres immeubles, il sera vendu. Et pour se séparer de bâtiments comme celui-ci, l'État emploie les grands moyens. Site internet, pleine page dans les journaux, on y trouve tous les détails, sauf les prix de vente. Nous les avons demandés à un spécialiste de l'immobilier. Et sur cette page, il y a 5 immeubles, 2 hôtels particuliers qui valent entre 20 et 25 millions d'euros, probablement. Rue Saint-Dominique, au cœur du 7e arrondissement, probablement le même tranche de valeur, 20-25 millions d'euros. Et enfin, rue d'Astorg, plein 8e, entre 70 et 80 millions d'euros. Au total, près de 120 millions d'euros pour cette seule publicité. Une somme impressionnante, mais ne rêvons pas, elle ne représente que 0,01% de la dette de l'État. La chaleur a marqué l'ouverture de la 5e édition de Paris-Plage. On attend 4 millions de visiteurs. Pendant un mois, la capitale va prendre des airs de station balnéaire. Avec une température supérieure à 30 degrés, les familles étaient nombreuses à venir profiter des brumisateurs, points d'eau et piscines. Anne-Sophie Chemier-Lecomte, Mathieu Birden. L'exercice exige un zeste de souplesse. À chacun sa méthode, les jeunes plagistes urbains cherchent avant tout à s'hydrater. C'est très chaud en ce moment à Paris, donc c'est idéal. Voilà, donc on se rafraîchit avec tous les moyens du bord. Paris-Plage redéplie ses transats. La chaleur étouffe la capitale depuis plusieurs jours. Cette pause sur la croisette parisienne était très attendue. Quand on vient en ville ou on reste à la maison, c'est plus étouffant. Ici, on est bien quand même. Parce qu'on est au bord de la Seine et c'est assez aéré. Grand classique, la forêt des brumisateurs a toujours autant de succès. Les touristes semblent apprécier. Je trouve ça vraiment formidable ce qu'ils ont fait. Et je me demande pourquoi ils ne le gardent pas pendant tout l'été. Un mois, c'est déjà bien, doivent se dire certains. Déjà loin, très loin des tracas de la ville. Mais attention, le coup de chaud peut vite arriver. La Croix-Rouge circule en permanence sur les quais, histoire de rappeler quelques règles. De l'autre côté de la Seine, certains ont trouvé la solution, plonger dans la toute nouvelle piscine, juste en face des fenêtres de Bercy. Les finances, justement, 10 € pour 3 heures, une exception à Paris-Plage. Toutes les autres attractions sont gratuites.
Cette image de l'éruption du piton de la Fournaise à La Réunion. La préfecture a décidé d'interdire l'accès au site du volcan. L'activité se situe au niveau du cratère Bory, au sommet du volcan. Le piton de la Fournaise est l'un des plus actifs au monde. Et puis, on termine comme prévu par un hommage à Gérard Houry, hommage de la rue, de tous ceux qui appréciaient ses comédies avec les plus grands acteurs, Bourvil, De Funès ou Belmondo, des morceaux d'anthologie qui restent dans toutes les mémoires. Olivier Lenouza, Alain Locasio. Les Oliviers à Saint-Tropez. Gérard Houry s'est éteint ce matin dans cette villa. Un lieu d'une grande douceur, un endroit qu'il aimait, a souligné Daniel Thompson, la fille du réalisateur. Le port d'attache d'un homme qui laisse le souvenir d'un grand éclat de rire, en cinémascope. On s'installait sur le canapé avec mes parents, mes grands-parents surtout, et on partageait ça tous ensemble, quoi, une sorte de, je sais pas, de jubilation intergénérationnelle. On zappe pas quand il y a un Gérard Houry qui passe à la télé. Le personnage d'Alice Sapliche dans le lit avec Yves Montand, très très drôle. J'ai beaucoup aimé la scène avec l'oiseau, quand De Funès imitait l'espèce de perroquet. 11h, au clocher. Rabbi Jacob, ah bah oui, Salomon, vous êtes juif? Moi par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. J'ai vécu ma vie à travers lui. Son coup d'essai fut un coup de maître, le Cornio 1964. Pendant plus de 40 ans, Gérard Houry réalisa un bien joli voyage. Quel voyage, hein? Et ça compte dans la vie d'un homme, ça, hein? Le voyage de toute une vie dans le monde du rire. La récompense de 100 millions pour le Yukun Kun. Ah bah, je suis pas si kun que j'en ai l'air, alors. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, suivie du point route. 20h50, Dancing Show, présenté par Anthony Cavana. Et je vous retrouve avec plaisir à 23h30 pour une immersion totale au cœur d'une clinique de chirurgie esthétique. À tout à l'heure. Excellente soirée sur France 2.